Les libraires de la FNAC ont décidé, ont pointé du doigt, et après une consultation, en ayant lu beaucoup de livres, ils élisent les attentions talents de la rentrée littéraire. C'est quelque chose qui se fait aussi en musique, c'est quelque chose qui se fait, enfin voilà, la FNAC est donc un guide pour le public. Comme on est très organisé, on a décidé, Jean-Marcel R, que c'est vous qui alliez être le premier à entendre. Peut-être, je ne sais pas si vous avez aimé seul lire votre livre, si ça vous a fait plaisir, ou bien si ça vous angoisse d'entendre une comédienne qui va mettre comme ça de la voix sur les mots que vous avez écrits. Alors ça ne m'angoisse pas, je l'ai déjà entendu la semaine dernière dans une rencontre FNAC à Montpellier. Bon, j'étais ravi de la lecture, donc tout va bien. Et puis moi personnellement, je n'aime pas lire mes textes, donc je suis ravi qu'il y ait une comédienne qui s'en charge. Bon. Comédienne, et en plus la metteur en scène est presque, et là il faudra qu'elle devienne réalisatrice, puisque ce roman, eh bien, il se passe dans le milieu du cinéma. On dit, ça s'appelle la série Z. Alors la série Z, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le dernier des derniers c'est le cinéma de dernière zone, hein, série Z, dernière zone, donc des films à petit budget, des films de qualité technique plutôt médiocre, de qualité artistique considérée comme pauvre, et pourtant des films qui ont eu une longue vie, du succès, et qui, parmi énormément de scories, révèlent des pépites de réels chefs-d'œuvre. Alors, au panthéon de Jean-Marcel R, c'est lequel qui arrive en tête des films Z? Faites-nous découvrir votre vidéothèque. Disons que là, c'est des années d'initiation. Hein. La série Z, il faut commencer petit, par des choses accessibles, avant d'atteindre des hauts niveaux. Hein. Là, au centre, Lémire préfère les blondes, avec Paul Prébois, là, il faut déjà être au niveau... D'accord. Niveau 5-6, sinon vous ne pouvez pas. D'accord, mais logiquement, on passe de la série B à la série Z, c'est ça? On tombe de haut quand même, de B à Z, on tombe très haut. Hein. La série B reste quand même techniquement aboutie, alors que la série Z, c'est tourné très vite, c'est un petit budget, donc il y a forcément... c'est une expérience. Voilà. Alors, pour bien comprendre, en fin de compte, que la série Z, si c'est pas forcément très abouti, en revanche, votre livre, lui, il l'est. Emma, pardon. On vous en compte? Allez. Prologue en forme de conte des fées. Il était une fois, il y a bien longtemps, un enfant qui courait sous un ciel sans lune. Fille ou garçon? Impossible à dire. Parce qu'une longue cape rouge le recouvrait, parce que la nuit était profonde, et surtout parce que ça cacherait le suspense si on donnait son identité dès la première page. L'enfant portait un panier contenant une galette et un petit pot de beurre, ce qui lui aurait rappelé quelque chose s'il avait eu un peu de culture générale. Mais le frêle enfant n'avait jamais connu les joies complices du conte de fées chuchotées sur les rives du sommeil, car sa maman était muette et son papa avait des difficultés d'élocution quand il revenait du café. La forêt était épaisse, dense et touffue, ce qui faisait beaucoup. Mais l'enfant n'avait pas le choix. Il devait la traverser pour atteindre les baraques de bois et de tôle que sa famille avait installées au bord de la décharge publique. Car les pauvres ont l'esprit pratique. C'était là, dans son écrin de cagette, que vivait Martine Leloup, la grand-mère de l'enfant. Ou plutôt, c'était là qu'elle était en train de mourir. L'enfant ne s'embarrassa pas de chevillettes et bobinettes, la porte était pétée. Mamie était au lit avec ses grandes oreilles sourdes. Elle agonisait avec retenue, car les pauvres ont le sens de l'économie. L'arrivée de l'enfant lui offrit un second souffle. Elle entrouvrit un œil et dit « Breu ». Galette, beurre, l'enfant les passa sous le grand nez de mémé qui avait perdu l'odorat depuis longtemps, mais le geste compte. Puis, l'enfant ouvrit la bouche de la vieille femme, pleine du souvenir de ses grandes dents, et la maintint ouverte à l'aide d'un bout de bois, car les pauvres sont ingénieux. D'un doigt chétif, l'enfant badigeonna de beurre la langue et les gencives de mémé. Avec ses menottes fragiles, il émietta la galette dans l'orifice tartiné, puis il referma la bouche en oubliant le morceau de bois à l'intérieur. Mais c'était l'émotion. Enfin,
L'enfant posa un baiser et un oreiller sur le visage de la vieille femme qui râlait de bonheur. Et il appuya, longtemps, comme Mère Grand le lui avait demandé. Quand l'enfant quitta la baraque de bois et de tôle, il était empli d'un drôle de mélange de tristesse et de joie. Il regarda le ciel, la lune était apparue, victorieuse de son combat contre les nuages. Alors l'enfant se mit à courir dans la forêt profonde, secoué de rires et de larmes, jusqu'au bout de la nuit. Et on se demande bien qui pourrait en tirer une moralité. Paris de nos jours. Le jour se lève et les conneries commencent. Claude Mulot, 1981. Mardi 20 avril, 7h, rue Mouffetard. Tous les matins, c'était l'odeur qui réveillait Félix, 33 ans, 70 kilos, 1,76 m d'inquiétude existentielle. À 7h précises, le chat, Krasuki, 10 ans, 10 kilos, 50 cm de molle obésité, se hissait péniblement sur le lit de ses humains de compagnie et venait balader son haleine rance sous le nez de Félix, le distributeur de croquettes. C'était un peu rude, certes, mais ça faisait des économies de réveil. Et puis, ça vous rappelait que la vraie vie, là-bas, hors de la couette, n'était pas une partie de plaisir. Félix n'aimait pas le changement. Sortir du lit lui était aussi difficile que d'y entrer. Le sommeil l'avait toujours inquiété, disparaître dans le néant comme ça pendant des heures. Comment faisaient les autres pour trouver ça naturel? Le pire, c'est que si par malheur on ne se réveillait pas, on ne le saurait jamais, et cette idée lui donnait des insomnies. L'autre peur de Félix, c'était de se lever un matin sans mémoire, comme si tout s'était effacé pendant la nuit. C'est pourquoi, chaque soir, il complétait le carnet où étaient notés les repères de sa vie et le plaçait sur la table de chevet, pour s'en souvenir, au cas où. Ton nom est Félix Zac. Tu vis à Paris au début du XXIe siècle. Tu viens de te faire réveiller par un immonde quadrupède adipeux ressemblant vaguement à un chat. Ta première mission du matin, prioritaire sur toute autre, consiste à lui donner ses croquettes bio au saumon sauvage, rangées dans le placard sous l'évier de la cuisine. Dépêche-toi d'y aller, sinon il va te griffer. Voilà, deux extraits, et puis j'ai le sentiment, montre bien ce qu'est le livre, parce que ce livre il est à double lecture à chaque fois, puisqu'il y a une double histoire qui se croise. Et là, l'extrait que Emma Morin a choisi, en fin de compte, donne bien ces deux tons. La vraie vie, et puis, parce que Félix Zac, eh bien, il est scénariste. Oui, au centre de l'intrigue, il y a un scénariste, Félix Zac, la trentaine, qui écrit un scénario sur des personnes âgées, des acteurs, de vieux comédiens d'une maison de retraite. Des acteurs spéciaux, quand même. Ils ont tous une petite carrière dans le cinéma bis, dans la série Z. Voilà. Donc, c'est la rencontre de ces deux univers, l'un de fiction, l'un de la réalité, et au bout d'un moment, les deux univers vont se rencontrer. Et Félix Zac va se rendre compte que ce qu'il décrit dans un scénario existe en réalité, se passe en réalité. En même temps, il y a une espèce de drôlerie de ton quand il décrit les personnages, enfin les personnages qui se retrouvent dans une maison de retraite, enfin une maison de personnes âgées pour de comédiens. Il a rencontré un producteur de Rungis, donc lui évidemment, c'est quand même un type qui est un peu dans la difficulté, Philippe Zac, parce que sa femme le soutient beaucoup quand même, et là, ça y est, il le touche du doigt, le succès presque. Oui, c'est une comédie à la base, hein, donc on est à la comédie, on est à l'excès, ça reprend aussi justement de façon assumée le côté parfois invraisemblable de ce cinéma-là. Donc on est dans l'excès, dans la caricature, c'est le principe même du roman, et ce personnage lui est complètement décalé par rapport au réel, il a vraiment du mal avec le réel, et la fiction c'est son univers à lui. Mais le livre parle justement que ce soit lui, le trentenaire qui se veut rêveur et artiste, ou ces personnes âgées, de ces gens qui sont à côté de la société, qui sont en décalage avec la société,
avec une société qui met en avant des valeurs de rentabilité, de flexibilité, de productivité, et eux sont à côté et n'arrivent pas du tout à être dans le rythme de la société. Comment vous avez fait votre travail d'écriture? Est-ce que vous avez écrit les deux histoires l'une après l'autre ou l'une en même temps que l'autre? Est-ce qu'elles se chevauchaient? Est-ce qu'elles étaient liées? Donc il y avait une intimité entre elles? Oui, elles se nourrissaient l'une l'autre. Elles étaient liées. C'est écrit de façon fragmentaire, avec justement des extraits du scénario, des extraits de journaux intimes, puis un narrateur externe. Donc on est dans comme ça une écriture fragmentée de tout petits chapitres qui se sont mêlés les uns aux autres comme un puzzle finalement. Vous avez, j'imagine, un réel bonheur à écrire des dialogues. Le principe même de cette écriture, c'est vraiment le plaisir. Pour moi, vous parliez d'angoisse par exemple, pour moi c'est pas du tout le moteur d'écriture, c'est le plaisir d'écrire quelque chose qui, appartient à la comédie, et c'est le principe de départ. J'ai lu dans une interview que vous étiez parti sans plan établi, c'est-à-dire que c'était comme un puzzle qui s'était monté. Mais ça, c'est peut-être vrai pour chacun, je ne sais pas, d'entre vous, si vous travaillez tous avec des plans, ou si, donc ça veut dire quoi? Il y avait une idée de quoi? De peindre cette société vieillissante, une espèce d'angoisse de la vieillesse quand même? Je ne sais pas si c'est une angoisse, en tout cas, il y a l'idée où il parlait vraiment de la vieillesse, du troisième âge, mais sous un angle très différent de ce qu'on peut voir, ni respectueux, ni larmoyant par rapport à eux. Ce sont des vieillards très vivants, pleins d'énergie, pleins de vie, avec des qualités, des défauts, qui se font des crasses, des choses vraiment ignobles parfois, mais des gens Ce sont des vrais gens. Voilà, des vrais gens pleins de vie et éminemment respectables, mais à qui la société ne donne plus de place finalement. Voilà. Ils sont dans cette maison et ils n'ont plus qu'à attendre la mort. Qu'est-ce qui fait que quand on est dans la série Z, comme ça, etc., qu'est-ce qui fait que vous seriez séduit, vous auriez envie de voir ce livre adapté? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble déjà... on l'imagine très très bien. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie écriture cinématographique, enfin, il y a les plans séquences arrivent, etc. Et c'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Oui, je pense. Oui, moi ça me ferait plaisir personnellement. Puis surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir la vision de quelqu'un d'autre sur ces personnages, cette histoire. Parce qu'on est toujours surpris de comment déjà n'importe quel lecteur perçoit ce qu'on écrit. On a des idées préconçues, on pense à insister sur certaines choses, et puis c'est autre chose qui est perçu. Donc une mise en image sera encore autre chose, une adaptation par un autre univers.